Sur la table près de la fenêtre se trouve une liasse de lettres attachée par un ruban noirci. Le cachet s'est estompé sur le cire, imprégnant le papier d'une odeur de fumée et de laine de mouton. Une plume d'oie dépasse d'une coupe remplie de sable. Sur l'étagère se trouve un coffret contenant des copies. Sous le banc, un petit sac rempli de pièces de monnaie qui suffiront à peine à payer le voyage du messager. Dans un coin, des bottes sèches, après avoir parcouru une route boueuse où chaque roue grince comme si elle comptait les kilomètres parcourus. La maison respire la vapeur chaude de la cuisine et l'angoisse froide des comptes. La dot doit être livrée intacte, le reçu doit être rédigé et l'honneur doit être préservé là où il est accepté, non pas en vers, mais dans la boutique. Chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue. Écrivez-nous d'où vous regardez cette émission et ce que signifie pour vous l'honneur familial. Un mot fort sur la place publique ou la garantie de paiement discret. Laissez un commentaire si vous avez déjà été confronté à la façon dont les rumeurs modifient le prix d'un crédit. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Cette histoire semble étouffée, comme des pas sur un plancher chaud. Les lettres d'une famille anglaise du XVe siècle montrent l'intimité non pas comme une image, mais comme la comptabilité d'une famille. Des adultes s'écrivent à propos de ce qui fait tourner la maison, le grain et les bougies, les chevaux et les canaux de délimitation, les délais de paiement des frais de transport et le prix de la cire pour l'impression. Dans chaque lettre, l'intime se cache entre les lignes des recettes et des dépenses. La tendresse réside dans la caution, et la débauche, si on la cherche, ne se trouve pas dans le corps, mais dans la tentative de transférer le risque d'autrui sur le cire d'autrui. Le mariage n'est pas ici une vitrine, mais un ensemble d'accords. La dot est énoncée en mots. Tant de têtes de bétail, tant de mètres de tissu, tant de vaisselle, le droit à une part de la récolte en l'absence du mari, l'obligation pour la famille de venir témoigner si un litige survient dans la paroisse. Chaque point nécessite des témoins, la date écrite en toutes lettres et des copies dans un coffre. Une femme adulte s'engage dans l'union non seulement avec son cœur, mais aussi avec une liste. Un homme adulte accepte l'union non seulement avec tendresse, mais aussi avec des garants, sans lesquels le magasin ne vend pas de sel ni de fer. Et déjà dans cette sécheresse, on entend la première tension. La route est longue, la maladie est proche, et tout échec n'est pas seulement synonyme de larmes, mais aussi d'une pénalité pour imprévisibilité. Le quotidien est impitoyable et précis. En hiver, la plume se fige entre les doigts et le sable aide la ligne à ne pas flotter. Au printemps, les averses emportent les fossés de délimitation, ce qui signifie qu'il faudra payer le mesureur. En été, le messager marche la nuit pour ne pas retarder la réception. En automne, les chevaux s'enlisent sur le chemin de la foire et le magasin repousse la date de paiement. Le lit dans ces lettres n'est pas une décoration, mais une partie du calendrier de travail. Jours d'abstinence, repos post-partum, maladie qui nécessitent une redistribution des tâches. Ce n'est pas pour des raisons morales, mais pour le rythme du travail, afin de ne pas perturber la moisson et d'éviter les amendes de l'Église. L'intimité se mesure à la vitesse de guérison et à la stabilité du calendrier, et dans cette mesure, le respect apparaît comme une clause préétablie plutôt que comme une inspiration. Le honneur apparaît comme une unité de compte et non comme un blason doré. Si la maison est connue pour sa ponctualité, le magasin supprime la prime de risque, le transporteur accepte un paiement échelonné, le voisin devient sans crainte garant. Mais si un jour vous manquez une livraison ou passez sous silence un manque, toute la liste des prix du monde se retourne contre vous. Les lettres enseignent cette sobriété. Les aînés rassemblent les notes de témoignage, les femmes adultes consultent les anciens inventaires, comparent la longueur des coupons de tissu avec les lignes de dépenses, vérifient que chaque mesure du tonneau est désignée par des mots sans ambiguïté. Ici, on ne croit pas aux grands discours, on croit aux coïncidences.
La rumeur est la perte la plus insidieuse. Elle ne frappe pas à la porte, elle vole la confiance. Il suffit qu'une rumeur de désordre circule sur la place du marché pour que l'étalage ajoute un pourcentage caché, que le transporteur exige une avance, que la ligne voisine reporte la discussion sur le mariage. La réponse dans les lettres est toujours la même, la mobilisation du papier. On oppose aux propagateurs de rumeurs 3 mesures discrètes, des demandes aux parents concernant les anciens règlements de bonne foi, des copies des contrats aux clercs de la paroisse, l'envoi rapide aux créanciers des nouveaux délais avec les nouveaux garants. Il n'y a pas de poésie dans tout cela, mais l'effet est là. La rumeur retombe comme de la poussière si elle n'a rien à quoi s'accrocher. La ville, quant à elle, vit au rythme de sa politique. Les taxes changent, les files d'attente se réorganisent et chaque changement pèse sur les familles comme l'humidité sur les murs. Ce n'est pas la force de la voix qui sauve, mais le poids des papiers. Lorsque les copies se trouvent à 2 endroits, lorsque les témoins viennent de différents horizons, lorsque le mesureur a signé à l'avance les volumes des tonneaux et la longueur des coupes, le vent du pouvoir ne peut plus renverser les piliers. C'est là que naît le revirement préparé, le premier de ceux qui changeront l'issue. Le mot « coutume », commode en temps de paix, se transforme en vide, en temps de conflit. Les lettres montrent comment une maison qui espérait, comme il est d'usage chez nous, commence à sombrer jusqu'à ce qu'elle remplace la coutume par un contrat. C'est à partir de ce geste que commence une stabilité adulte. Dans ce tableau, le lit est à nouveau éloigné de la vitrine. Il n'est pas un sujet de commérage, mais fait partie du planning du travail et de l'économie des forces. Même l'expression « devoir conjugal » perd son éclat rhétorique et prend le poids du quotidien. Répartition mutuelle du temps pour ne pas perturber les travaux des champs, pour que la femme ne se retrouve pas sans protection en cas de maladie, pour que l'homme ne perturbe pas son calendrier de livraison. Les lettres ne discutent pas des détails, mais le fait même d'inclure l'intimité dans le calcul montre une vision lucide. Ce qui pourrait facilement être transformé en un sujet bon marché est ici considéré comme une ressource qui ne peut être négociée sur la place publique. Les documents resserrent le lien familial. Dans le coffre se trouvent les inventaires de la dot, les quittances de dette, les lettres d'accompagnement aux intermédiaires et de brèves notes sur les témoins. Les clés sont lourdes, le papier est fragile, le cachet de cire est cassant. Mais c'est précisément cette fragilité qui l'emporte sur le bruit. Quand viendra le litige sur l'héritage ou sur la limite du terrain, quand la ligne voisine tentera de frapper avec une feuille de sous-entendu, ce nœud s'ouvrira sur la table du chancelier, des chiffres en lettres, des mesures sans ambiguïté, des noms liés au registre paroissial. Ainsi, l'intimité, reléguée à la comptabilité, préserve la maison mieux que n'importe quelle chanson. À la fin du premier nœud, il devient clair. Le roman et la vérité ont bien existé, mais ils vivaient dans des pièces différentes. Dans les lettres, la tendresse est prévisible, l'attention est une copie dans un coffre de secours, l'honneur est la coïncidence des délais et des promesses. La maison, où les adultes savent écrire les chiffres en lettres et conserver les rubans de sceau, passe l'hiver plus facilement que la maison aux belles paroles et aux copies vides. Vient ensuite la deuxième tension, la rencontre avec la façon dont l'honneur s'entremêle dans les reconnaissances de dettes et pourquoi un simple murmure peut changer le prix du voyage. Mais avant cela, il faut se souvenir de l'odeur de cette pièce, la cire, la laine, la vapeur de la bouillie et le sable sur la ligne fraîche. C'est la voix réelle de l'amour quand il devient un long travail de survie. Le deuxième nœud se dénoue là où l'honneur cesse d'être un mot sur le banc des mariés et devient un actif avec un prix et une date d'expiration. Dès que la dispute sort de la cuisine pour se retrouver dans la cour de la boutique, la réputation familiale se transforme en coefficient de risque. Le commerçant, un adulte qui tient ses comptes, ne lit pas dans les cœurs. Il lit les coïncidences,
Combien de fois la maison a respecté les délais? Combien de fois ses témoins ont confirmé ses dires par des actes? Combien de fois la dot est arrivée dans le volume déclaré? La moindre fissure se répercute instantanément sur la liste des prix. Si, la saison dernière, la maison a manqué à ses obligations de livraison de tissus, elle paiera aujourd'hui plus cher pour le sel. Si les voisins murmurent que la part de la veuve a été retardée, le charretier augmentera le prix du transport. Le honneur devient un pourcentage que la maison paie pour pouvoir vivre, et les lettres montrent comment on tente de réduire ce taux d'intérêt, non pas par des fioritures, mais par la géométrie du papier. Les femmes adultes de la famille sont les discrètes opératrices de cette géométrie. Leur travail se voit dans les détails. Des chiffres soigneusement retranscrits en lettres, des copies préparées à l'avance, des listes de témoins de différentes lignées afin de ne pas dépendre de l'humeur d'une seule personne. Lorsque le danger des rumeurs se présente, elles sont les premières à sortir le registre de la maison des années précédentes, à comparer les montants indiqués sur les reçus avec les recettes de céréales, à vérifier la longueur des coupons de tissu avec la consommation pour la dot, à sortir les étiquettes où le scribe a noté à la main la teinte et la qualité. Ces détails ne sont pas là pour faire joli. Chacun d'entre eux peut devenir une preuve irréfutable. Et au moment où le conflit avec les voisins ou les créanciers commence à faire du bruit, ce sont précisément ces détails qui permettent de sortir de l'impasse. La ville ajoute sa logique à ce calcul. La foire n'est pas seulement un marché, mais aussi un amplificateur auditif. Les pamphlets, grossièrement imprimés et mal alignés, courent plus vite que le messager et se nourrissent des imperfections du langage. Les lettres y répondent à une vitesse symétrique. Pendant que la feuille circule dans les échoppes, la maison affiche sur la porte de l'église un bref extrait sec avec le cachet du contrat reconnu et en apporte immédiatement des copies au bureau et à la salle de la guilde. L'annonce porte une date en lettres et est scellée à la cire, tandis que la feuille n'est que typographie et méchanceté. Le greffier de la guilde, un homme mûr habitué à considérer le destin comme une marchandise, croit davantage au cachet et aux lignes qu'au ragot. Le cocher, habitué à répondre des roues, croit davantage à la quittance qu'au cri. Ainsi, le document déplace la conversation du théâtre à la comptabilité. C'est dans ce même plan que se manifeste le premier revirement préparé. La coutume, aussi confortable qu'un oreiller moelleux, ne supporte pas le poids du litige. La famille, habituée à se référer à « ce qui se fait chez nous », découvre soudain que le banc, le cocher et le chancelier connaissent un autre ordre, celui qui est écrit. Sans accord sur les mesures et les délais, l'honneur glisse comme une ligne mal séchée et chaque mouvement laisse des traces. Les lettres fixent le moment de lucidité, supprimer la référence à une coutume vague, la remplacer par une clause claire avec une date et des témoins. À partir de ce moment, le risque diminue, car le tribunal n'a plus besoin de deviner ce que les parties avaient en tête, il suffit de vérifier les mots. Et là où hier la confusion créait un espace pour la pression, il ne reste aujourd'hui qu'un couloir dans lequel seule la cohérence peut passer. Le deuxième tournant, douloureux mais salvateur, est lié à la transparence des coûts. La correspondance reconnaît ce qui est généralement caché. Le voyage coûte tant, l'hébergement du messager coûte tant, le retard dû à la pluie coûte tant. Il ne s'agit pas d'une tentative pour susciter la sympathie, mais d'un rééquilibrage de la confiance. Le comptoir et le cocher ne voient pas dans ces lignes de la pitié, mais de la responsabilité. Une maison qui sait nommer ses faiblesses en chiffres et en mots inspire plus confiance qu'une maison aux gestes héroïques et aux lignes vides. Et c'est précisément ce réalisme antipoétique qui réduit le coût du crédit, car l'imprévisibilité est contenue comme un tonneau cerclé de cercles. Le paradoxe est que plus la lettre devient sèche, plus elle retient ce que les autres sont promptes à transformer en spectacle. Pendant ce temps, l'intimité, que des yeux étrangers cherchent à percer,
s'intègrent dans l'organisation du travail et de la protection. Les jours d'abstinence et les périodes de maladie ne sont pas décrits, mais pris en compte. Qui assume les responsabilités? Quelle part de la dot est temporairement transférée à un parent de confiance? Pour combien de temps le crédit est prolongé afin de ne pas perturber le calendrier des paiements? C'est le langage de la réciprocité et non celui du droit du plus fort. Il ne traite pas du corps, il répartit les charges de manière à ce qu'aucun adulte ne se retrouve sans outils et sans visage devant le tribunal. Les lettres renversent ainsi le mythe habituel. La vulgarité ne réside pas dans le lit, mais dans la tentative de maintenir les gens sous le joug de l'audition, et c'est précisément un document dépourvu de brillant qui fait tomber ce joug des mains. Un conflit héréditaire se profile à l'horizon, sec comme une borne de délimitation et tout aussi tranchant. La ligne voisine tente d'utiliser la tarification de la ville contre la maison. À travers des allusions dans les journaux et des conversations à la porte, le prix du crédit est poussé à la hausse, le transport vers l'avance et le futur mariage d'une parente vers le doute. La réponse est une contre-attaque écrite avec des faits, la liste des articles de mariage, confirmée par d'anciens témoins, l'inventaire, où chaque tasse et chaque morceau de tissu sont comparés à la ligne de recette, la clause sur la part de la veuve qui indique qui a remis les clés du coffre et quand. Le tribunal se contente de ces documents pour mettre fin à la rumeur. Le marché voit que le risque est maîtrisable et revient aux chiffres précédents. Dans cette situation délicate, on entend un troisième décalage préparé. L'honneur, couché sur le papier, coûte moins cher que l'honneur joué sur la place publique. Vient ensuite la partie fastidieuse, mais salvatrice. L'entraînement de la mémoire est remplacé par l'entraînement à la procédure. À la maison, on apprend à écrire non pas une fois pour toutes, mais correctement à chaque fois. Les chiffres en toutes lettres, les mesures sans ambiguïté, les noms des témoins avec indication de la paroisse, les dates en référence au cycle agricole. Les copies sont conservées à 2 endroits, les clés des coffres sont réparties entre des adultes de différentes lignées afin qu'un différend ne soit pas clos par une seule porte fermée. On emmène en ville non pas un, mais 2 témoins issus de milieux différents afin que leurs paroles ne dépendent pas d'un seul intérêt. Tout cela ressemble à une accumulation bureaucratique, mais en réalité, c'est une armure contre la mémoire fatiguée et contre ceux qui aiment forcer les serrures avec la voix d'autrui. La fin de cette partie est calme. Le soir, les liasses de papier retournent dans les coffrets, le sable est secoué des lignes séchées, le seau refroidi. La maison est toujours pauvre en poésie et riche en copies. Mais cette richesse est la seule chose qui permet aux adultes de survivre à une nouvelle vague de bruit de foire. L'intimité reste là où elle ne s'achète pas à grands cris. L'honneur reste là où il est accepté sans poser de questions. La dot reste là où chaque chose est nommée comme il se doit. Une nouvelle étape s'annonce. Le tribunal parviendra à un compromis, non pas parce que quelqu'un s'est avéré plus beau, mais parce que le dossier s'est présenté sous la forme d'un tableau cohérent. Et à cette date, la maison est déjà prête. Les virages préparés sont pris, les passerelles sont posées, le risque est condensé en lignes qui s'étendent tout au long de l'hiver sans un seul mot fort. Le 3e matin après la foire, la maison accueille, comme si la nuit venait de serrer les nœuds serrés sur les rubans de papier. On étale les copies fraîches sur la table, on vérifie les signatures des témoins, on recalcule les frais de route avec des mots, afin qu'aucun chiffre ne s'échappe à travers l'encre. Ici, le moindre détail peut devenir un sujet de discorde. Une cruche impliquée dans les calculs doit avoir une mesure, et la mesure doit être reconnue par la guilde. Le tissu promis dans la dot doit être décrit non pas par sa couleur, mais par sa teinte et sa longueur, notées par la main du scribe. Les femmes adultes détiennent les clés des coffres et tiennent un registre où, à côté de chaque objet, figure non seulement son origine, mais aussi son itinéraire, de quel entrepôt, avec quel transporteur,
quel jour du trajet. Une telle sécheresse semble superflue jusqu'à ce que la vague voisine se lève. Des feuilles, avec des allusions, ont déjà circulé dans les boutiques et elles ne frappent pas en l'honneur, mais pour la liquidité. Les transporteurs augmentent leurs tarifs, la boutique demande un paiement anticipé, les intermédiaires reportent la réunion. La réponse n'est pas un cri, mais une publication accélérée des faits. Un bref extrait du contrat reconnu est inscrit dans le registre, des copies sont envoyées au bureau et à la salle de la guilde. L'extrait porte la date en lettres et est scellé à la cire, tandis que les tracts ne contiennent que de la méchanceté. Grâce à cette comparaison frappante, la ville fait à nouveau la distinction entre le métal et la dorure. Parallèlement, la ligne des maladies et du travail, dont dépend la capacité à tenir parole, s'étire. Le scribe se plaint de sa vue, une autre personne commence à écrire, sa main est moins belle, mais plus obéissante aux règles. Le directeur est enrhumé. Une partie de ses pouvoirs est temporairement transférée à un parent de confiance, ce qui est confirmé par une brève clause stipulant qu'aucune dépense ne doit être arbitraire. La maîtresse de maison se remet d'un hiver rigoureux. Cela signifie qu'on lui rend la gestion d'une partie des réserves et la boutique doit le voir dans la ligne. Sinon, tout mouvement de céréales deviendra douteux. Dans cette géographie prosaïque, le lit fait partie de l'organisation quotidienne. Ce n'est pas un sujet de discorde ni une image pour la place publique, mais une circonstance qui influence la répartition des tâches. Lorsque cela est reflété dans l'emploi du temps, les rumeurs s'évanouissent, car elles n'ont rien à saisir, sauf ce qui a déjà été pris en compte. Pendant ce temps, le litige concernant l'héritage, que la lignée voisine a tenté d'attiser par des rumeurs, entre dans une phase où le document remplace la température. 3 liasses sont déposées sur le bureau du chancelier. La première contient les inventaires de la dot avec des étiquettes indiquant la longueur des coupons, leurs nuances et leur destination. Dans la deuxième, les reçus des années précédentes qui montrent que la maison a été construite dans les délais et les témoins, des adultes de différentes lignées, ont confirmé chaque transfert. Dans la troisième, une lettre du mesureur avec une référence aux mesures de la guilde. En regardant ce paysage froid, le tribunal cesse d'entendre la place. Il commence à entendre la cohérence. La partie adverse, en dépliant les feuilles, apporte une autre musique, des suppositions, des sous-entendus. C'est ainsi qu'il est convenu. Mais toute note qui n'est pas confirmée par un cachet et une date tombe du bord de la table comme du sable d'une ligne sèche. C'est là que l'on remarque un nouveau revirement préparé. L'usage ne fonctionne que tant qu'il coïncide avec les intérêts des deux parties. Dès que les intérêts divergent, l'usage se transforme en argile molle dans laquelle la roue s'enfonce. La maison change le revêtement de la route. Elle introduit dans les contrats des clauses explicites sur les délais, les mesures et les itinéraires, renforce dans les actes de mariage les droits de la maîtresse de maison à gérer une partie des revenus en l'absence de son mari, vérifie le calendrier des restrictions religieuses par rapport au calendrier des travaux, afin qu'aucun jour non autorisé ne se traduise par une pénalité pour les livraisons. Cela n'embellit pas le papier, mais le rend incompressible. Le tribunal n'aime pas les formulations élastiques, il aime les coïncidences. Et plus il y a de coïncidences scellées à la cire, moins il reste d'espace pour ceux qui vendent du bruit au lieu de preuves. Pendant ce temps, le marché municipal continue de compter. La correspondance contient des lignes qui sont rarement utilisées dans la poésie. Le coût de l'hébergement du messager, le prix de la sangle pour le bétail, la hausse du prix de la cire due aux mauvaises récoltes de l'année dernière. La reconnaissance de ces dépenses peu spectaculaires produit un effet paradoxal. Les créanciers voient une maison qui ne cache pas ses faiblesses et qui prend donc moins de risques. Le cocher ramène son tarif à son niveau antérieur, la boutique accepte un paiement échelonné, les intermédiaires fixent à nouveau la date de la prochaine réunion. Dans cette lumière froide, l'honneur cesse enfin d'être une posture
et retrouve sa place là où il est accepté en paiement. La prévisibilité. Et c'est précisément la prévisibilité qui s'avère être la seule forme de tendresse qui survit à l'hiver. Une autre scène subtile mais dure est celle de la vérification des coffrets. Les clés sont disposées, chacune avec une étiquette. Les copies sont réparties de manière à ce que deux femmes adultes différentes, issues de lignées différentes, puissent les présenter indépendamment. Cela permet de se prémunir contre la fatigue humaine et les mauvais jours. Si l'une tombe malade ou s'en va, l'autre apportera le trousseau nécessaire. Dans le registre de la maison, les endroits où les lignes divergent sont marqués d'un point gras et à côté, on inscrit la correction avec la date et le nom. Ce perfectionnisme minutieux, presque artisanal, éloigne les grands malheurs. Là où d'autres voulaient m'avoir honte ou débauche, il ne reste qu'une victoire soignée et ennuyeuse sur l'erreur. Cette victoire ne fera jamais l'objet d'une chanson, mais elle rendra à la maison le pourcentage qu'on a tenté de lui voler par des chuchotements blessants. Le tribunal, après avoir reçu une nouvelle série de documents, s'oriente vers un compromis. Il ne râle pas sur la morale, il évalue les chances. Une plainte est réduite, car l'objet a été évalué plus haut que d'habitude, sans le consentement des deux parties. Une autre est étalée sur une saison, afin que la maison ne s'effondre pas en pleine période des travaux des champs. Pour la troisième, une amende pour diffamation est infligée sans scène publique, afin que le marché voit qu'il faudra payer de sa poche pour avoir parlé sur la place publique. Personne n'applaudit. Mais le magasin cesse de prendre un pourcentage supplémentaire, le charretier n'exige pas d'avance, et la porte de la paroisse accepte à nouveau de brefs relevés succincts au lieu d'excuses verbeuses. Et c'est là la victoire la plus importante. Ramener la conversation du théâtre là où elle a sa place, avec une durée et un cachet. Le soir venu, la maison retrouve sa géométrie. Le sable est balayé des lignes séchées, les rubans avec les cachets refroidissent, les liasses sont rangées dans des coffrets. Les adultes qui ont passé la journée parmi le parchemin et les chuchotements ne semblent pas être des vainqueurs, mais ils ont vécu un autre cycle de prévisibilité. L'intimité est restée là où réside sa force, dans la répartition des responsabilités et la protection, et non dans le regard des autres. L'honneur est là où il peut être présenté en échange d'un pourcentage plus élevé. La dot est là où chaque objet est nommé et confirmé par des témoins. Devant nous se profile le quatrième nœud. L'histoire arrivera à son terme, où le compromis ne sera pas une fin heureuse, mais une base solide pour l'hiver prochain. Mais avant cela, la maison résoudra encore quelques vieux nœuds. Elle vérifiera la mesure du pichet, précisera la ligne du fossé, livrera le tissu promis. C'est ainsi que se termine une journée de travail dans un monde où l'amour est l'art de nommer les choses par leur nom et de les ranger dans le coffret approprié. La fraîcheur nocturne s'installe discrètement dans la maison, par la fente de la fenêtre, mais tout le monde est occupé, non pas à la remarquer, mais à vérifier les correspondances. Chaque morceau de tissu est accompagné d'une étiquette en papier manuscrite, indiquant sa longueur. Chaque cruche est accompagnée d'un relevé du mesureur, indiquant son volume par rapport à la norme de la guilde. Chaque promesse est accompagnée du nom d'un témoin lié à la paroisse. Ces minutieuses correspondances ne sont pas nécessaires pour l'ordre en tant que tel, mais pour la prévisibilité sur laquelle repose le crédit, le transport, la saison des travaux. C'est précisément dans cette géométrie aride que se révèle le dernier point faible, la façon dont une rumeur liée à l'honneur d'une femme adulte dans la maison vaut instantanément plus cher que n'importe quel beau mot. Il suffit d'une mauvaise blague à la porte de la guilde ou d'un bout de papier sans signature pour que le cocher demande à nouveau une avance, que le magasin se souvienne des précédents manquements, que l'intermédiaire fasse semblant de ne pas avoir reçu le messager. Mais désormais, la maison agit plus vite que la rumeur. Une brève note confirmée concernant le contrat de mariage et la part de la veuve est inscrite dans le registre paroissial. Des copies
sont envoyés au chancelier et à la salle de la guilde, et un mandataire apporte un coffret contenant les listes des anciens règlements en bonne et due forme aux anciens de l'atelier. Il ne s'agit pas d'une demande de grâce, mais d'une démonstration de la maîtrise du risque, des dates en lettres, des cachets de cire véritables, 2 témoins de différentes lignées. La rumeur s'enlise dans ce sable froid, comme une roue dans des galets fins. Le bruissement s'étouffe, car il n'a rien à quoi s'accrocher. Pendant ce temps, le nœud judiciaire se rapproche de son dénouement. La ligne voisine apporte au greffe sa plainte imprégnée d'émotion. C'était notre coutume. Mais le conflit ne se joue pas sur le plan rhétorique, mais sur le plan matériel. 3 liasses sont posées sur la table, où chaque élément promis dans la dot est confirmé par une mesure, une origine et des témoins, et chaque report de délai est payé par des frais de déplacement reconnus. Le tribunal ne voit pas les innocents et les coupables aux yeux de la place publique, mais une carte des risques que la maison a su nommer et relier. Là où la coutume prévalait, le contrat est respecté avec rigueur et rigueur. Dans de telles conditions, le compromis est inévitable et sobre. Une réclamation est réduite au préjudice réel, une autre est prolongée jusqu'à la moisson. Et pour la troisième, pour les tracts diffamatoires, une amende est infligée par des mots afin que le marché comprenne le prix de la publicité. Ni triomphe, ni honte, seulement un retour à la prévisibilité. Le soir, les clés sont rangées à leur place, les copies sont remises dans les coffrets, le sable est secoué des lignes séchées. La maison n'est pas devenue plus riche en biens, mais plus forte en liens. L'honneur est à nouveau accepté comme paiement sous forme d'histoire de coïncidence. L'intimité est restée dans l'ordre du travail et de la protection, et l'amour dans l'art d'envoyer un messager à temps et de ne pas se tromper dans la mesure du tonneau. Le matin après la décision est calme, comme la neige sur le couvercle ouvert du coffre. Les affaires continuent sans pathos. Le banc rétablit l'ancien tarif, le cocher n'exige pas d'avance, l'intermédiaire fixe la date d'une nouvelle rencontre pour le litige entre voisins au sujet du fossé, sans feuilles ni allusion. Les femmes adultes vaquent à leurs occupations au même rythme que pendant la semaine la plus agitée. Elles vérifient les copies, mettent à jour les clauses en cas de maladie ou de voyage, répartissent les témoins par ligne afin de ne pas dépendre d'un seul caractère. Cette discipline ne semble pas héroïque, mais c'est elle qui empêche la famille de se désagréger. L'hiver difficile n'est pas encore terminé, mais désormais, chaque point faible est marqué d'un mot et d'une date. Chaque engagement est soit rempli, soit reporté avec reconnaissance des frais. Chaque objet de la dot est étiqueté, comparable à une ligne de dépenses. C'est là la scène finale sans fanfare. Dans la salle administrative, on consigne le compromis. Dans le registre paroissial, on note une brève mention. Dans la salle de la guilde, on rédige un extrait qui permet au marché de reconnaître le métal derrière la dorure. La rumeur perd sa marge, la coutume se retire là où est sa place, dans le cercle des convenances privées qui ne concernent pas le prix du sel et le travail du cocher. La maison continue d'exister, non pas parce qu'elle s'est avérée plus belle ou plus bruyante, mais parce qu'elle a réussi à traduire ce qu'il y a de plus fragile, le lit, l'honneur, l'espoir, dans un langage que comprennent le banc, la route et le tribunal. Dans ce langage, il n'y a ni romance ni duel, mais il y a la seule chose qui survit à l'hiver, la prévisibilité comme forme de sollicitude, la réciprocité comme forme de force, le papier comme forme de mémoire. Et quand une nouvelle liasse sera à nouveau posée sur la table, déjà pour d'autres négociations matrimoniales ou pour le partage silencieux d'une bande de terre, la cire sera la même, l'encre sera la même, le sable sera aussi sec. Le mythe restera sur la place et la vie restera dans le coffre avec les copies.